Tu manques de confiance en toi, tu es timide, voire même tu as du mal à mettre du sens dans ta vie. Depuis environ 4 ans, je propose des contenus courts et impactants sur différents réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu le lis dans la description, tu trouveras tous mes liens. Et j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai décidé de creuser ces sujets. Et dans cet objectif, je vais notamment proposer sur cette chaîne des podcasts, des interviews de personnes qui sont extrêmement intéressantes et qui vont te donner des tips pour évoluer dans ta vie. Aujourd'hui, je vais interviewer Romuald. Il est coach de vie, il est entrepreneur, il est formateur et il a énormément de valeur à nous apporter. Je vais le laisser se présenter dans la vidéo et je te laisse avec le podcast. Bonjour Romuald, merci de participer à notre premier podcast. C'est un format que je veux lancer depuis pas mal de temps et ça me fait vraiment plaisir de commencer avec toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, avec plaisir. Et d'abord, je te retourner ce remerciement pour ton invitation. Je suis très content d'être avec toi. Merci. J'ai même un peu d'émotion parce que pour le coup, ça fait longtemps qu'on prépare ça et je suis vraiment ravi d'être avec toi. Ça te fait plaisir. Alors du coup, me présenter, oui, moi je m'appelle Romuald, j'ai bientôt 52 ans, j'ai encore 3 mois devant moi, donc j'en profite. C'est important. Bientôt 52 Moi, ans. j'ai 2 semaines devant moi pour les prochaines étapes, c'est important. Et ben voilà, et un peu moins avancé que la mienne. Un petit peu moins. Ouais, je sais ça. Voilà, alors pour faire court, j'ai eu 2 vies professionnelles. J'ai eu une première vie professionnelle dans l'industrie, dans des fonctions principalement de pilotage d'activités commerciales. Ok. Et puis depuis 15 ans, j'ai opéré une reconversion professionnelle et j'exerce le métier de coach, principalement en entreprise. Je ne fais pas beaucoup de ce qu'on appelle de life coaching, mais c'est parce que mon environnement est ainsi fait, quoi. Et puis j'ai aussi une casquette de formateur. Voilà, et puis pour faire tout ça, je gère 2 entreprises, quoi. Ok, donc 2 petites entreprises. quand tu dis formateur, effectivement, là on parle de génération formation et c'est par ce biais qu'on s'est connus. Absolument. On en parlera par la suite, mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de devenir coach en étant dans le milieu d'entreprise, en étant dans la fonction commerciale de ce genre d'entreprise ? Pourquoi tu es devenu coach ? Je pense qu'il y a allez, on va dire, il y a 3 éléments. Le premier, c'est que du coup, j'étais manager, j'accompagnais des équipes commerciales. Mon dernier poste, j'étais directeur commercial régional pour un grand groupe industriel. Et la première chose, c'est que je me retrouvais plus tellement dans la posture de manager qu'on me demandait d'être. Okay. En fait, j'avais une dissonance entre ce qui intrinsèquement faisait ce que j'étais moi et ce qu'on me demandait de faire. Je me sentais décalé par rapport à mes valeurs. Ça, c'est probablement le premier élément. Le deuxième élément, c'est que j'ai eu un gros problème relationnel avec mon manager, mon N+1. Qui a duré plusieurs années, et au bout d'un moment, je suis allé à la rupture en disant c'est lui ou moi. Et évidemment, mon employeur de l'époque m'a dit c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc on a choisi de se séparer et s'est posé la question du ok, on se sépare, mais qu'est-ce que je fais ? Et j'avais bénéficié pour ce dernier poste d'un accompagnement, d'un coaching. Donc moi, j'ai découvert le coaching en étant coaché. Et j'avais trouvé ce truc-là, cet outil-là à l'époque, je savais pas trop comment le nommer, juste magique. Enfin, moi, ça m'avait été d'un grand soutien, vraiment d'une grande aide. Et donc je me suis dit c'est l'occasion, j'avais le bon âge, j'étais dans des conditions favorables pour tenter une nouvelle expérience. Et là, on parle de coaching de vie ou d'entreprise Non, alors moi, j'étais dans l'entreprise, donc j'avais profité d'un coaching d'entreprise. Ok. Et donc, j'ai démarré mon aventure comme ça en me disant, tiens, je pourrais peut-être faire profiter d'autres personnes comme moi en passant de l'autre côté de la barrière. Et voilà comment j'ai créé ma première structure il y a 15 ans et où je me suis formé pour devenir coach. Ça a été un parcours de presque 2 ans. Et puis, du coup, j'ai commencé aussi à faire de la formation sur des sujets connexes. Bref, et est arrivé Génération Formation il y a maintenant 1 an et demi, quoi. Alors, Génération Formation, du coup, c'est quoi exactement ? Alors, Génération Formation, c'est un institut, un organisme de formation. Alors, du coup, c'est drôle parce que tu me parles de Génération Formation, donc on fait l'effort, là, mais communément, on parle tous de GF. C'est vrai. Ça me fait sourire entre nous, moi avec l'équipe, enfin bref. GF. Et du coup, à ce titre, peut-être que dans les semaines qui viennent, il y aura une surprise, mais j'en dis pas plus. Bon, alors en tout cas... Ouais. En tout cas, GF, Génération Formation, c'est un institut montpelliérain qui a 21 ans maintenant d'existence. 21 ans. Donc on parle de quelque chose qui a une certaine maturité quand même. Et dont j'ai fait l'acquisition il y a 1 an, presque jour pour jour. C'était en septembre de l'année dernière. Et donc pour la petite histoire, parce que derrière tout ça, il y a une chouette histoire, c'est le premier organisme dans lequel je me suis inscrit dès lors que j'ai opéré ma reconversion professionnelle en 2010. Ok. Donc, un ancien élève rachète c'est ça. son école. Je me suis formé dans cet institut pour partie, parce qu'après j'ai fait aussi d'autres instituts et d'autres outils. Et puis, 14 ans après, c'est comme si la boucle se bouclait, se refermait, donc c'est chouette, c'est une belle histoire, quoi. Voilà. Donc Génération Formation, c'est un institut de formation qui forme les gens à ce qu'on peut appeler communément les métiers de l'accompagnement. Donc on va former des gens qui sont
dans la sphère médicale, des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants, des anesthésistes, enfin, voilà. On forme aussi beaucoup de gens qui sont coachs déjà installés. Et puis, on peut aussi former des gens de l'entreprise, des managers, puisque nos outils, nous, c'est plutôt des outils liés à la communication, à la compréhension de soi, à la compréhension de l'autre, à l'optimisation de la relation. Ok, On parle de PNL, d'hypnose, de psychopathologie, enfin bon, bref, on a un catalogue assez large, quoi. intéressant. Bah, de toute façon, on va y revenir, hein, parce que là, le sujet d'aujourd'hui qu'on a souhaité aborder ensemble, c'est la connaissance de soi et à savoir en quoi c'est important. Alors avant ça, moi, je vais me présenter rapidement également, parce qu'il y a peut-être des gens qui regardent qui ne connaissent pas. Il y aurait des gens qui ne te connaissent pas encore. Ça existe encore. Ah ouais. Je suis Keys, je suis multicasquette, c'est-à-dire que j'ai eu également une première vie dans la fonction commerciale. J'ai ensuite, depuis une quinzaine d'années, une vie d'artiste avec laquelle je fais des shows de musique un petit peu dans le monde. Et je me suis beaucoup intéressé au développement personnel depuis plusieurs années, pardon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais diffuser des messages sur les réseaux pour essayer de sensibiliser les gens à faire évoluer leur vie. Alors, je ne suis pas dans le développement personnel de se lever tous les jours à 4 heures du matin, parce que moi, je me couche à 4 heures du matin, de prendre une douche froide, etc. Je suis plus dans quelque chose d'un petit peu plus cohérent, de plus terre à terre, et qui va être relié à la vie des gens. C'est-à-dire que si tu as envie de tout péter, d'avoir une grosse entreprise, fonce. Si tu as juste envie d'avoir un petit peu plus de bonheur dans ta vie, fonce. Voilà, je suis vraiment dans cet état d'esprit. Et c'est justement à ce titre où on s'était rencontrés, parce que je me suis beaucoup formé dans les livres, sur les vidéos, et il se passe beaucoup de choses autour de mes réseaux, qui fait que j'ai commencé les accompagnements sur des coachings, avec peu de personnes pour l'instant. Et j'ai envie de monter en compétences, et je me suis beaucoup intéressé à la PNL, et en faisant des recherches, je suis tombé sur Génération Formation, qui d'ailleurs, un an avant, m'avait contacté via les réseaux, et j'avais totalement loupé le message. Donc comme quoi, à un moment donné, on était... C'est que c'était pas le moment à l'époque et que le moment est venu. Exactement, Ah ouais. exactement. Alors c'est drôle ce que tu dis sur la douche froide, ça me fait déjà penser à un truc, je peux me permettre d'interagir. Évidemment, bien sûr. L'histoire de la douche froide, moi depuis maintenant quelques mois, je pense que je suis pas loin de l'année, je fais ça tous les matins. Tu prends une douche froide? En fait, tous les matins, je prends une douche froide. Ok. Pendant. Alors, au départ, parce que j'avais lu que c'était bon, enfin bref. Et puis aujourd'hui, je me rends compte d'un truc, et ça va faire le lien aussi avec ce que l'on va évoquer, c'est que la douche froide du matin, elle s'inscrit donc dans un rituel, et donc elle déclenche quelque chose dans mon cerveau qui est, c'est le démarrage de la journée, et donc l'énergie de la nuit s'en va, et l'énergie du jour se met en route, et c'est ce qu'on pourrait appeler en PNL justement un ancrage. Alors il y a à la fois un ancrage kinesthésique, parce que l'eau froide vient générer quelque chose sur ton corps, quoi. Ouais. Donc là, c'est ce qu'on appelle un ancrage kinesthésique, comme si je disais à mon corps, ça y est, on passe d'un état à un autre. Et puis après, il y a a priori des bénéfiques aussi, parce que le froid déclenche je ne sais quelle hormone qui fait que ça stimule je ne sais quoi. Mais là, c'est plus trop de mon domaine. Mais... Et est-ce Donc qu'on pourrait je pratique Pardon. la douche froide le matin. Est-ce qu'on pourrait créer cet ancrage avec une douche chaude, voire très chaude? Mais dans l'absolu, oui. Alors l'ancrage PNListe tel qu'on le pratique et qu'on le connaît, c'est juste donner une information sur un ou plusieurs de nos 5 sens, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif ou le gustatif. C'est juste pour venir poser quelque chose qui permet à notre cerveau de se reconnecter avec une sensation, une émotion qu'on a posée à ce moment-là de l'ancrage. Ok. Donc ça pourrait être une douche froide. Moi, pendant des années, au sorti de ma formation chez Génération Formation, j'avais un ancrage auditif, j'avais une chanson que je mettais tous les matins dans ma voiture en partant au boulot, et cet ancrage auditif faisait que mon énergie devenait une autre énergie. Génial, génial. Ça, c'est des petits outils super simples. Tu sais que j'ai fait une petite playlist d'une dizaine de morceaux sur Spotify, la playlist qui s'appelle Kiss d'ailleurs, avec des morceaux très énergiques pour les gens justement qui veulent se mettre... Moi, il y a un morceau que j'aime bien, qui est un petit peu vieux, qu'on est, on va dire, dans la même génération, donc tu vas peut-être le connaître, c'était Genesis. Genesis, You Know Me, c'est un morceau très très énervé. Et quand je l'écoute, moi, ça me donne une patate. Donc effectivement, je pense que bon, la musique, c'est connu, hein, que ça a des incidences sur notre comportement. Mais c'est super intéressant de s'en servir vraiment comme ancrage. Je l'ai fait sans vraiment m'en rendre compte, mais au final, ouais, c'est... Disons que ce qui pourrait être intéressant, s'il y a déjà cet effet-là, c'est d'aller poser derrière cette musique encore plus d'éléments sensoriels, émotionnels. Qu'est-ce qui te ramène à? Et du coup, faire monter ça en puissance, et à ce moment-là, déclencher la musique. Et la magie de notre cerveau fait que le moment où cette musique se redéclenche, quelques jours après, plusieurs semaines après, et en fait, tu viens reconnecter avec tout ce que tu avais nourri pendant l'ancrage. J'adore. C'est ça qui est intéressant. Et plus l'ancrage est cultivé dans le temps, plus il prend de la puissance, quoi. Alors faire un ancrage et ne pas s'en servir pendant 6 mois, les bénéfices vont être un peu perdus. Mais dès lors que tu le ritualises, la douche froide, en fait, il y a un truc qui monte en puissance, quoi. Génial. Voilà, bon, ça fait partie des petits outils
très simples qu'on peut tous utiliser. Alors des fois, avec l'aide de quelqu'un, c'est plus facile, mais De toute façon, on va donner quelques tips dans la vidéo. Mais c'en mais ça est un. pourra en être un, en l'occurrence. C'en est carrément Euh, un. Donc, super intéressant. Est-ce que tu pourrais me dire, pour toi, en quoi c'est important, donc pour revenir au sujet du jour, la connaissance de soi? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'important? Que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour notre environnement, que ce soit pour notre nous intérieur, notre nous mental, notre nous physique, en quoi la connaissance de soi, c'est quelque chose d'important? Bon, alors je vais te faire part de ma propre expérience, parce qu'après, probablement que d'autres personnes te diraient d'autres choses, et puis il y a sûrement des approches scientifiques que j'ai pas non plus, moi, hein, mais en tout cas, pour moi, avoir une bonne connaissance de soi, ça permet d'abord et avant tout de mieux se relationner avec les autres. Voilà. En clair, moi, de par mes pratiques, de par mon expérience, j'ai découvert des traits de ma personnalité, alors qu'évidemment, qui étaient déjà existants, hein, je veux dire, mais en tout cas, je les avais pas en conscience. J'ai découvert des traits de ma personnalité qui faisaient que lorsque j'étais en relation avec d'autres, je déclenchais chez les autres certains comportements qui déclenchaient eux-mêmes certains comportements chez moi. Donc, aller travailler la connaissance de soi, c'est avoir une meilleure connaissance de nos spécificités, nos particularités, tant d'un point de vue des ressources que d'un point de vue des zones de vigilance, des angles saillants, enfin, voilà. Ok. Voilà. Ouais, c'est super intéressant. Ouais. Moi, je me suis rendu compte effectivement que pendant une grosse partie de ma vie, c'est pas que je subissais, mais j'étais plutôt dans le sens des autres et je m'oubliais un petit peu. Et j'ai fait un travail qui s'est presque imposé à moi, qui a fait que je me suis un peu plus affirmé, j'ai su qui j'étais et je sens que ça a changé les relations que j'ai eues autour de moi, effectivement. Qu'on soit en relation amoureuse, amicale, professionnelle, et j'ai l'impression que ça m'a donné des impacts différents par rapport aux autres, quoi. Mais en fait, quand tu dis ça, ça me fait penser à un truc. Alors, j'étais en train de chercher pendant que je t'écoutais qui avait dit ça. Je ne me rappelle plus. Je me demande si c'est pas Jacques Salomé, mais je suis pas très sûr. Jacques Salomé, qui est un psychiatre, si je dis pas de bêtises, qui a écrit des bouquins. Bref, qui disait une phrase, qui disait le changement, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est s'accepter tel que nous sommes. Et en fait, dès lors qu'on commence à s'accepter tel que nous sommes, c'est là que le changement se met en route. Alors j'ai envie de dire, quand je t'écoute, finalement, l'idée de la connaissance de soi, c'est pas tant de se dire tiens, je suis très empathique, je suis très attaché à comment l'autre va, et si l'autre va bien, moi j'irai bien. C'est pas tant de découvrir ça et de dire ah, mais ça serait bien peut-être que je prenne un peu de distance ou quoi que ce soit. Non, c'est plutôt dire en fait, quand j'ai découvert ça, alors il y a une partie qui sont des ressources et puis une partie qui peut être des freins. Comment je fais pour m'appuyer sur mes ressources pour réduire les freins? Mais du coup, je vais pas devenir quelqu'un d'autre, quoi. On ne changera pas, mais je vais en faire une ressource, comme une fleur qui s'ouvrirait, quoi. Et c'est là que le travail commence. Et pour le coup, les sages bouddhistes disent que le travail ne s'arrête jamais, sauf quand la flamme intérieure s'éteint. Mais donc on a du job pour le restant de nos jours, c'est cool. Moi, je suis assez d'accord avec ça, et que ce soit pour nous-mêmes et même pour tout ce qu'on va créer, c'est jusqu'à la fin, ça s'arrête jamais. Il y a des gens qui ont tendance à penser qu'à arriver à un certain âge, un peu nos âges, Ouais. que notre carrière, elle est finie, Ouais. alors que moi, je suis en train de commencer des nouvelles carrières, quoi, et je trouve ça tellement génial. C'est une autre dynamique qui s'installe. Alors oui, l'expérience, les années apportent un peu peut-être de sagesse, en tout cas de vision du monde un peu différente. Bien sûr. Mais ça s'arrête jamais, ouais. Enfin, moi, aujourd'hui, je découvre encore plein de trucs, Et t'en et découvres dont tout certains le qui temps. me font royalement caguer. Pour employer un mot. On peut dire chier sur la vidéo, on Bon, peut qui se me font lâcher. réellement chier, alors. Voilà. Et en même temps, je découvre aussi plein de ressources qui éclosent, parce que ça fait quelques années que je bosse dessus et que là, hop, c'est en train de se transformer. Mais par exemple, j'ai arrêté de vouloir me justifier sur le fait que je suis quelqu'un qui est à la fois très exigeant envers lui-même et à la fois très exigeant envers les autres. Bon, c'est juste qu'aujourd'hui, je sais que parfois, ce niveau d'exigence élevé envers les autres me crée des difficultés dans ma relation. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de le changer. C'est ce qui fait qu'à 52 ans, je suis là où je suis et que je suis devenu ce que je suis. C'est ça, la connaissance de soi aussi. Je voudrais faire un petit aparté par rapport à ce que tu as dit, et je pense que ça rejoint. Est-ce qu'on peut changer si on décide, peu importe l'âge? Parce que tout à l'heure, tu disais que justement, c'est pas forcément nécessaire de changer, mais peut-être juste de comprendre, de voir qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui nous fait avancer. Mais si nous, on décide de changer, est-ce que c'est possible, que ce soit à 20 ans, à 30 ans, à 60 ans Oui, mais en tout cas, c'est de la sémantique, c'est ce que l'on met derrière le mot changer.
Donc en fait, devenir quelqu'un d'autre, moi, j'y crois pas beaucoup. C'est pour ça que j'aime bien, je crois vraiment que c'est Jacques Salomé qui disait ça. J'aime bien cette approche qui est de dire changer, c'est commencer par s'accepter tel que l'on est. Et dès lors qu'on s'accepte tel que l'on est, ben, de façon systémique, il y a des choses qui bougent. Et avoir une bonne connaissance de soi, s'accepter tel que l'on est, c'est aussi à un moment accepter qu'il y a des gens qui à un moment partagent ton existence, ta vie, et puis la mise en mouvement, peut-être mieux que le changement d'ailleurs, ta mise en mouvement va faire qu'il y a des gens qui vont sortir quand d'autres vont arriver. Et c'est ça aussi la magie, c'est pas, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, alors que le film était très bon, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Donc je sais pas comment on peut appeler ça, moi, voilà, c'est de la mise en mouvement. En tout cas, oui, on peut bien la mise en on peut se mouvement. transformer, on peut évoluer, voilà. Ouais, c'est ça. Mais intrinsèquement, je crois qu'on reste ce que l'on est. Ok. Moi, je me suis rendu compte que en apprenant, en acceptant d'apprendre qui j'étais, en acceptant de me connaître réellement, je me suis senti plus épanoui et plus moi-même dans ma vie. Et je le disais tout à l'heure, ça a changé mes relations aux autres, mais ça a vraiment changé ma relation à moi-même. C'est-à-dire que j'ai clairement gagné en confiance en moi. Moi, pour la petite histoire, les gens qui me suivent un peu sur les réseaux le savent en général, c'est que j'étais très timide quand j'étais petit. J'ai beaucoup évolué, ça s'est fait par étapes, mais le fait de mieux comprendre qui j'étais, ce que je voulais, ce que j'avais en moi, ça m'a permis vraiment de poser mes bases de ma vraie confiance en moi. Ça m'empêche pas des fois d'avoir des doutes pour X raisons, mais globalement, je sais qui je suis, ce que je veux dans la vie, sans manquer de respect à personne. Je m'affirme vraiment. Et pour moi, ça a été une étape qui a vraiment révélé tout ça. Ouais. Mais tu vois, quand moi, je t'entends me dire ça, je me dis que le petit Chris, le petit Keith, il est probablement toujours là. Cette timidité, c'est toujours quelque chose que tu as à l'intérieur de toi. Probablement, ouais. Donc du coup, tu n'as pas changé. En fait, intrinsèquement, tu restes le même. C'est juste que tu as transformé cette timidité pour en faire une ressource, aller l'optimiser et le transformer pour te permettre à toi de cheminer et d'avancer. Voilà, c'est un peu, moi, ma façon de voir le mais je suis assez le d'accord. changement. Quoi, tu vois, par exemple, je me surprends des fois à une situation, je ne sais pas pourquoi, ça va me faire rougir. Et ça revient de cette timidité. Et quand je rougis, c'est un truc de un petit mal à l'aise qui fait waouh, et ça disparaît après, tu vois. Mais je l'ai encore, effectivement. Donc, et puis dans notre relation, c'est un défaut professionnel, mais moi, j'ai mes yeux et mes oreilles, c'est mes deux outils les plus importants pour travailler. J'écoute les gens, je les observe, et je te vois te relationner avec moi. Et tu es quelqu'un qui prend toujours beaucoup de précautions, qui commence par être un peu en retrait, je ne sais pas si c'est le terme, enfin en tout cas. Et puis au fil des minutes, des heures, tu prends de la puissance et tu te révèles, tu vois. À l'inverse de ce que je peux être, moi depuis tout petit, je rentre dedans tout le temps. Et moi, j'ai fait le travail inverse, c'est-à-dire que on m'a reconnu pendant des années comme étant celui qu'il fallait suivre ou pas, d'ailleurs, parce qu'on m'aimait ou on me détestait. Enfin, on m'adorait, on me détestait. Mais on a toujours connu cette casquette de leader, de meneur, de tout ça. Mais il y a un moment où c'est fatigant, quoi. Donc là, moi aussi, aujourd'hui, j'accepte le fait que, bah oui, on me reconnaît pour ça. Mais par contre, me connaître me permet aussi de dire à ces gens-là, et d'ailleurs en le disant, ça me fait sourire parce que je l'ai encore redit il n'y a pas si longtemps que ça, juste dire oui, et je ne suis pas que ça, quoi. Ma vie, c'est pas de porter pour les autres. On peut aussi porter ensemble. Enfin bon, bref, voilà, c'est ça pour moi, avoir une bonne connaissance de soi. Si on devait donner des bénéfices pour toi dans la vie de tous les jours, on en a déjà un petit peu parlé, mais de vraiment avoir une connaissance de soi, pour toi, ce serait quoi vraiment les bénéfices? De la sérénité, Ouais. de la tranquillité, c'est assez proche, mais entre soi et soi. Moi, j'aime bien aussi, alors j'aime beaucoup les métaphores, qui est un des outils dont on pourra reparler aussi, qui est très utile, et en PNL et en hypnose, par exemple, la métaphore. Mais j'aime beaucoup les métaphores, et du coup, j'aime beaucoup une histoire qu'un de mes formateurs, mais qui a été aussi mon thérapeute, m'a raconté un jour. À l'intérieur de nous, nous avons tous des animaux, moi je les qualifie d'animaux, qui vivent avec nous. Moi, c'est mes dragons, je les appelle comme ça. Et du coup, les dragons, à un moment, tu sais, le dragon, c'est une bête forte, qui crache du feu, qui peut être violente. Et moi, mes dragons, ils avaient tendance à sortir comme ça. Et puis, une fois qu'ils étaient dehors, il fallait les contenir. Mais quand j'arrivais à les contenir, c'était trop tard. Enfin, le mal était fait. Et aujourd'hui, j'aime bien répéter cette phrase-là, c'est de dire, en fait, mes dragons, je ne leur ai pas dit de disparaître, c'est pas possible.
Par contre, j'ai juste travaillé avec eux pour qu'à un moment, quand ils se pointent, d'abord, ils ne sortent pas comme ça, je les sente venir et arriver, et que je puisse leur dire à un moment, tu sais quoi, je sais pourquoi tu es là, parce qu'ils sont là pour toujours une bonne intention. Je sais pourquoi tu es là et je te remercie même d'être là, parce que dans plein de circonstances, tu m'as aidé. Mais là, aujourd'hui, je vais me passer de toi. Et donc, avoir conscience de soi, ça permet ça. Ça, c'est ce que j'appelle de la sérénité, de la tranquillité. D'autres appelleraient ça de la sagesse, je ne sais pas. Enfin, Ok. c'est juste avoir une espèce de, un peu plus de maîtrise. Bon, ce qui ne m'empêche pas des fois de péter les câbles quand même. Hein, c'est pas, je reste un individu, un être humain normal, quoi. Est-ce que tu dirais que quelqu'un qui va manquer de confiance en lui, ou est-ce que tu penses que ça va lui apporter des choses dans ce manque de confiance, dans ce manque d'estime, le fait justement d'acquérir cette connaissance de soi? Est-ce que sur quelqu'un qui manque d'estime et ou de confiance en soi, est-ce que ça va pouvoir l'aider? Écoute, moi, ça fait 15 ans que j'accompagne des gens dans mon métier de coach. Et les individus, qu'ils soient dans le monde de l'entreprise ou dans la vie professionnelle, restent les mêmes individus. Là aussi, ça me fait sourire quand on dit non, mais c'est pas pareil. Quand on est en coaching de vie comme coaching professionnel, ah bon, mais les personnes, c'est les mêmes pourtant. Bref, moi, j'ai croisé des gens timides, introvertis, réservés, avec des gros freins. Hein, et je n'ai jamais vu en 15 ans des gens qui n'ont jamais bougé. Voilà. Alors évidemment qu'après, le curseur, il se positionne pas au même endroit. Des gens qui font des petits pas. Et puis, tu as des gens qui font des grands pas. Mais en tout cas, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne générait pas du mouvement, dès lors qu'il avait la conscience qu'il était important pour lui ou pour elle de se prendre en charge et du coup de travailler pour lui, quoi. La seule personne sur laquelle nous avons du pouvoir, c'est nous. Hein. Donc, Tu penses qu'il faut un déclic pour ça, que justement... ouais, là aussi, de mon expérience, moi j'ai croisé un peu tout. Il y a des gens, oui, qui ont des déclics, des histoires de vie qui les amènent à être confrontés à des situations où ils disent là, stop, il faut que ça s'arrête, quoi. Et puis moi, je fais plutôt partie des gens ça a été un cheminement. J'ai pas eu un événement, j'ai eu des événements de la vie, mais comme tout un chacun, quoi. Et ça a plutôt été un cheminement, des rencontres, des gens que j'ai croisés, qui m'ont amené à me poser des questions en disant tiens, mais ça, voilà. Donc oui, ça peut être un truc, un déclic, et puis ça peut être juste un chemin. Et si, pour les gens qui nous regardent, si quelqu'un est dans un moment de sa vie où ça va pas, pour X raison, est-ce qu'on peut, nous, ou toi, moi, lui créer ce déclic éventuellement pour faire en sorte que cette personne puisse level up, comme on dit? Ouais. Alors, sans trop rentrer dans la technique, mais je dirais que ça dépend vraiment du niveau de bad trip dans lequel est la personne. Là, on va partir sur une personne... moi, je le vois beaucoup dans les commentaires que j'ai, quelqu'un qui manque d'estime de soi, pas forcément qu'un bad trip à cause d'une situation, mais sa vie, elle est un peu plan-plan, et tu vois, on va partir sur une personne comme ça. Oui, alors j'ai une croyance, c'est que nous ne pouvons pas, nous, décider pour les autres de ce qui est bon pour les autres. Ça, c'est un truc, aujourd'hui, c'est ancré dans mes... donc ça veut dire que déjà, tu vois, avoir une intention de générer du changement, c'est l'autre, c'est je pose une décision pour toi, alors que toi, tu ne l'as pas prise. Donc déjà, moi, je suis vigilant avec ça. Mais ceci étant posé, oui, évidemment qu'on peut, si on perçoit chez l'autre une vraie volonté de sortir de ce truc-là, d'aller vers quelque chose d'autre, on peut commencer à poser quelques outils. On parle de recadrage, par exemple, tu vois. Quelqu'un qui arrive avec une croyance très limitante, très enfermante, on peut lui proposer une autre vision juste pour lui permettre de recadrer les choses et de se dire « Ah, putain, mais oui, je ne m'étais pas rendu compte de ça. » Donc, on peut créer un terrain favorable, fertile à l'éclosion d'une jolie fleur, quoi. D'accord. Mais c'est tout. Je crois qu'il faut être assez modeste quand on fait notre métier, tu sais. Enfin... Je suis assez d'accord, et c'est marrant parce que les vidéos que je pose sur mes différents réseaux, c'est des vidéos où je dis que j'essaie de transmettre quelque chose aux gens pour essayer de les faire réfléchir et, si possible, agir. Donc c'est un petit peu comme si je voulais poser une graine sans... Après, les gens regardent ou pas mes vidéos, donc je suis pas en train d'essayer de les pousser dans mes idées, enfin peut-être un peu, mais je le vois dans les commentaires où je dis ouais, c'est vrai, effectivement, c'est bien de le rappeler et tout. Et c'est comme si justement je posais les premières briques vers comment on peut faire derrière pour que tu ailles mieux, parce que ça va pas là ou là. Donc ouais, c'est un petit peu comme si j'essayais de créer des déclics, mais faut que je fasse attention de pas non plus trop pousser mes idées pour pas changer. Ça, c'est un des éléments, c'est l'un des éléments fondamentaux que tu verras quand tu vas démarrer la formation en PNL. Hein. En PNL, on a un concept qui s'appelle la carte. La carte n'étant pas le territoire,
Alors, si on utilisait une métaphore, moi j'ai des lunettes, c'est comme si on avait tous une paire de lunettes, mais que ces paires de lunettes nous permettent à tous de voir le monde avec le spectre de nos propres lunettes. Bon, je vais essayer d'être plus clair. Si tu poses un 6 sur la table, là, moi, de mon côté, c'est un 6. Si tu le regardes du tien, tu vois Un 9. un 9. Bon, ce truc-là, tout le monde l'a vu. Ouais, mais dans la vraie vie, c'est aussi comme ça que ça se passe. Je suis d'accord. Ça veut dire que c'est accepter, quand on accompagne des gens, que notre propre représentation à nous de ce qu'est notre monde à nous n'est pas la représentation et le monde de l'autre. Et ça, déjà, ça nous demande à nous un très, très gros effort. Parce qu'on peut être, pour des raisons d'éducation, d'expérience de vie, enfin bref, parfois très impacté en ayant une conviction que notre façon à nous de voir le monde, c'est celle dont tout le monde devrait le voir. Bref, on a compris. J'ai compris. Et ça, du coup, tu vois, typiquement, quand on accompagne, ça doit être pour nous des points de vigilance tout le temps. Donc moi, souvent, j'ai des clients, des dirigeants d'entreprise, enfin des managers, des gens qui viennent me solliciter en coaching, qui viennent en me disant « mais et toi, tu ferais comment ?» Et moi, j'ai une phrase type à chaque fois. Je leur dis, mais en fait, en quoi c'est très intéressant? Parce que je ne suis pas toi, je suis moi. Alors moi, je ferais d'une certaine façon, oui, ça c'est sûr. Pour autant, est-ce que cette façon-là est adaptée à toi? Ça, j'en sais rien. Alors ça n'empêche pas qu'en disant ça, je sais que c'est un peu hypnotique finalement, aussi comme langage, hein, on va parler un peu d'hypnose, mais je sais qu'en faisant ça, je sème une graine. Parce que peut-être que dans ce que je vais lui dire comme étant ma représentation à moi, il y a peut-être des trucs que la personne va prendre. Mais j'ouvre la porte aussi au fait de dire, mais en même temps, c'est toi qui vas construire. Ouais. Donc mon job, c'est de t'aider à construire ta propre représentation de ton monde. Parce que je sais derrière que la source de motivation, elle est très très différente. Si tu trouves une solution qui t'appartient, que tu as construit avec mon aide, ça sera vachement plus puissant que si je te dis, Chris, fais comme ça. Exactement. Bon voilà, ça y est, on est parti un peu de On partout. est partout. Mais Et par rapport à ce que tu dis, d'ailleurs, j'ai envie de rajouter que notre état émotionnel, il va aussi avoir une incidence sur comment on perçoit le monde autour de nous. Et si on est triste, si on est en colère, si on est joyeux, on va pas voir les choses différemment. Et il y a des gens qui vont parler de karma, mais je pense que justement, quand tu es dans une optique assez optimiste, tu vas voir le monde d'une façon et il va se passer des choses bien. Je ne sais pas si c'est la façon de voir, mais moi, j'ai l'impression qu'il m'arrive plus de choses bien en étant optimiste. Je pense qu'il m'arrive les mêmes choses, c'est juste que je les vois mieux et que je suis dans un état d'esprit qui fait que waouh, c'est génial. Je pense que donc évidemment, l'état d'esprit, je pense qu'il change cette vision du monde qu'on a. Oui, très clairement. Alors la PNL, ça nous parle beaucoup de ces sujets-là aussi. C'est finalement, tu vois, des outils comme ce qu'on appelle la visualisation. C'est se projeter dans quelque chose de constructif, de positif. Donc ça, la PNL en parle. Moi, je suis assez connecté, karma, énergie et tout ça aussi, et je crois profondément à ça. Et en même temps, la réalité, et alors là, j'en parle en parfaite connaissance de cause. J'allais dire malheureusement, mais non, c'est aussi la vie. Il y a des fois où malgré tous les outils que tu peux avoir, malgré toute la connaissance que tu as de toi, malgré toute la dynamique, dire mais non, mais je vais regarder le verre à moitié plein et pas le regarder à moitié vide, parfois, il y a des événements de la vie qui te contraignent et te forcent, encore une fois, à aller puiser et chercher pour te relever. Bien sûr. Moi, je viens de passer, pour le coup, quelques semaines, quelques mois assez complexes, et il y a eu des moments où j'ai largement eu besoin des gens autour de moi aussi, juste pour me prendre un peu la tête et puis me dire, oh, d'abord, respire un peu, hein, puis regarde, il y a d'autres choses à voir, quoi. Eh ben, on dit souvent que le cordonnier, c'est pas le mieux chaussé. Oui, des fois, Bien sûr. malgré tout ça... on reste des humains et il peut nous arriver des coups durs à tous. Absolument. Et donc, même si le matin, tu te lèves et puis tu te dis, bon, je vais voir les choses positives, 30 minutes après, ça y est, tu es plongé dans le tas de trucs dégueulasses que tu as à gérer tous les jours, quoi. Voilà. Bon. Tu parlais de la PNL et des cours de PNL que tu donnes chez GF. Oui. Justement, j'ai envie d'en parler parce que c'est dans ce cadre qu'on s'est connus et je vais suivre une formation. J'ai décidé de suivre une formation chez vous parce que moi, j'ai envie justement d'acquérir ces outils. Déjà, je pense que pour moi, personnellement, ça va m'apporter des choses intéressantes. Et puis, par rapport à tout ce que je propose sur les réseaux. Et donc là, je pars sur un cursus de PNL. Donc, j'ai assez hâte. Ça commence en octobre. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour en parler. La PNL, en tout cas les cursus que vous proposez, ça s'adresse à qui et pourquoi? Alors, la PNL s'adresse, j'allais dire, à qui a envie de travailler sur soi, du coup d'améliorer la connaissance de soi,
et qui a envie d'optimiser sa relation avec les autres. La PNL, juste pour les gens qui ne connaissent pas, ça veut dire quoi exactement? Programmation neurolinguistique. Ok. Et Donc on parle de neurologie de cerveau, de programmation du cerveau et donc de linguistique. Ok. Là, tout ce qu'on est en train de faire ensemble, il y a des mots qui sortent de notre bouche et ils ne sortent pas par hasard. Même si notre cerveau, il les fait sortir de façon complètement inconsciente. Mais il y a des processus neurologiques derrière tout ça qui font qu'on a une relation qui est la nôtre. Elle pourrait être très, très différente. Et la PNL va venir justement jouer sur ça. Oui. Okay. Bon, et pas que ça, parce qu'en l'occurrence, la PNL, pour répondre à ta question, on peut en faire plusieurs choses. On peut d'abord en faire un métier. Donc ça, c'est une catégorie de personnes qui viennent chez GF. Et le métier qu'on peut en faire, c'est coach et thérapeute, principalement. Qu'on pourrait appeler des métiers de l'accompagnement, quoi. Okay. Quand on parle de thérapeute, on parle de thérapie brève. Hein. La PNL se retrouve dans la même catégorie que des outils comme l'hypnose, des outils comme l'EFT, bref. Donc ça, c'est la première catégorie, des gens qui veulent en faire un métier. Et puis après, la PNL, elle peut juste servir d'outillage. Alors d'outillage à qui ? À des gens qui sont déjà installés dans les métiers de l'accompagnement. Moi, je suis coach. Alors, c'est pas mon cas. Moi, j'ai commencé par me former à l'intégralité du parcours. Mais j'ai aujourd'hui des confrères et des consoeurs qui sont coachs, qui me disent « Ah, mais tiens, tu fais un stage sur PNL et croyances, on va voir ça là en novembre. Ben, moi, ça m'intéresse parce que ça fait déjà quelques années que je pratique. Et les croyances limitantes, c'est un truc avec lequel je peux être en difficulté dans ma pratique. Donc, je vais aller me faire 3 jours pour m'équiper un peu plus sur cette thématique des croyances limitantes. » Ok, donc tac. Donc là, ce sont des gens qui sont déjà installés et qui veulent s'équiper. Et puis la PNL, elle a de ça de magique. C'est comme c'est un outil quand même conversationnel et d'optimisation de la relation, elle s'applique à tous les corps de métier qui auraient envie de s'améliorer. Donc là, on parle des managers, on parle des dirigeants d'entreprise, mais on peut parler des gens qui sont chefs de projet. Enfin, dès lors que tu as à te mettre en relation avec d'autres, la PNL est très intéressante. Évidemment que ces gens-là ne vont pas apprendre la même chose que ceux qui veulent en faire un métier. Bien sûr. Mais voilà. C'est un spectre assez large, quoi. Ça reste un outil pour tout un chacun, éventuellement. Absolument. Et puis, tu as des gens qui viennent nous voir, bon, c'est pas le plus gros, mais tu as des gens qui viennent nous voir juste pour eux, pour leur développement perso, mieux comprendre leur processus, qui ils sont. Ils viennent travailler la connaissance d'eux-mêmes, quoi. Chouette, c'est intéressant. Donc, on en a toujours quelques-uns qui viennent pour ça. Hein. Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question, si je peux te la poser, mais entre aller voir un thérapeute, un coach qui a un cursus PNL et un psychologue, comment tu catégoriserais ces personnes et qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme différence ou comme ressemblance par rapport à tout ça? Je prends des risques que les réseaux sociaux s'affolent et nous agressent par rapport à ce que je vais dire. Affolez-vous, c'est pas grave. Mais en tout cas, je vais parler de ma représentation. Après, elle ne vaut que ma représentation. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Si tu veux qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas. Non, c'est OK. Non, en 15 ans, on m'a posé la question tellement de fois et aujourd'hui, je réponds. Alors après, encore une fois, c'est ma représentation. Alors déjà, le premier postulat, c'est que tous ces métiers ont du sens et tous ont de l'intérêt. Et on ne fait pas tous la même chose. Moi, dans ma posture de coach, qui se rapproche beaucoup de la posture de thérapeute, mon objectif, c'est de mettre du mouvement. C'est de créer du changement chez les gens qui viennent me solliciter. Donc moi, à l'inverse de quelqu'un qui aurait une formation de psychologue, clinicien, etc., c'est vrai que je m'intéresse peu à la racine, aux origines. Ça, c'est déjà une différence qu'on peut poser. Tu vois. Okay. Mais donc, moi, il m'arrive régulièrement dans mes coachings de dire à certains de mes clients, c'est comme ça que je les appelle, moi, ça serait bien qu'en parallèle de ce qu'on fait ensemble, vous démarriez un petit travail thérapeutique, parce qu'il y a des thématiques sur lesquelles moi, c'est plus mon domaine de compétence, et puis en tout cas, c'est pas ce que j'ai envie de faire, même si je pourrais le faire avec des outils comme la PNL, par exemple, ça m'intéresse pas de le faire. Donc, je vous invite, et moi, en 15 ans, j'ai plein de gens qui, en parallèle du travail qu'ils faisaient avec moi, consultaient par ailleurs des psys, des thérapeutes, enfin bref, pour compléter. Donc, pour moi, il y a vraiment, on est tous très complémentaires. Ok. Et j'aime beaucoup ta réponse, effectivement, parce que, en tout cas pour moi, ça me permet de mieux comprendre. Si je prends un psychologue, je vais le mettre, effectivement, il va venir chercher les problèmes du passé qui ont des incidences aujourd'hui. Et toi, tu vas être plutôt, non, je vais mettre en mouvement ta vie en partant de ce que tu as là et on va... Et qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre ? Génial. Cool. Mais c'est vrai que pour celui ou celle qui a besoin, et alors moi, j'en fais partie, hein, j'ai aussi fait un bout de ce travail-là. Moi, j'avais aussi besoin d'aller comprendre ce qui générait chez moi un certain nombre de trucs. Donc, à un moment, il faut aller chercher loin. Et ça, effectivement, c'est moins en coaching ou en thérapie brève qu'on fait ça, quoi. Okay. Même si avec certaines thérapies brèves, c'est pour ça que je dis que pour moi, il y a de la place pour tout le monde et on est tous très complémentaires. J'aime pas ce côté clivant de la défense du précaré où certains disent « Oui, non, mais ça, les coachs font ci, c'est pas comme si. Oui, mais les psychologues font ça. »
c'est pas trop ma cam, moi. Alors, je suis totalement d'accord avec toi et je te pose la question parce qu'une fois, je suis passé sur le live d'un psychologue où je lui ai posé des questions, qu'est-ce qu'il pense de la PNL, et il était un petit peu hautain, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé ça dommage parce que pour le coup, je te rejoins totalement et bref, j'aime beaucoup ta réponse. Moi, j'ai pas beaucoup de prétentions et je pense que si tout le monde avait un niveau de prétention modeste, qui est juste de dire je fais de mon mieux dans mon métier que j'ai choisi, qui est d'accompagner les gens, je fais l'hypothèse qu'un paquet de trucs se passerait beaucoup mieux, mais voilà, je suis peut-être des fois un peu naïf, quoi. Non, je te rejoins. Hein? Soyons un peu naïfs. C'est bien d'être un tout petit peu bisounours Ouais, des fois, ça ouais. fait du bien. C'est clair. Oui, je voulais te demander, donc si on revient sur le sujet de la connaissance de soi, la PNL, en quoi ça peut m'aider? Alors, soit la PNL que j'ai apprise par moi-même pour me connaître, ou soit la PNL qu'un coach a apprise et qui va me coacher derrière, en quoi ça peut venir aider? Bah, alors, l'avantage de l'outil PNL, c'est que c'est à double sens. C'est-à-dire que dès lors que tu te formes, tu vas déjà, toi, travailler sur toi, même si au départ tu ne le veux pas. De toute façon, la théorie, les protocoles, la pratique qu'on t'invite à faire, il y a un moment où tu vas aller travailler sur toi. Voilà. Bon, et puis du coup, la PNL, elle présente aussi l'avantage que si je deviens un client, patient, et que je suis accompagné par un thérapeute, un coach, tu vois, une nouvelle fois, ça va m'amener à avancer. Donc c'est chouette parce que c'est ça, double effet qui se coule. Ça, c'est pour les plus jeunes d'entre nous, c'est la ref à la pub. Après, Si vous avez la ref, dites-le en commentaire. Après, en quoi, ta question, c'est en quoi ça va m'amener à avoir une meilleure connaissance de moi? Ouais. Ok. Alors, on pourrait dire tellement de choses. Et je peux prendre quelques exemples. Bien sûr. Tu vois, quand on est en train de se parler, j'évoquais tout à l'heure la linguistique, ce qui sort de notre bouche. Eh ben, en fait, on va tous avoir des processus différents. Alors, on n'a pas tous des processus différents. En fait, il y a une espèce de cartographie des processus qui vont dire que certains d'entre nous vont utiliser plutôt telle forme de langage, quand d'autres vont utiliser plutôt telle forme de langage. Ben ça, quand tu n'as pas fait la PNL, tu ne te rends pas compte de ce que tu dis et tu ne te rends pas compte de ce que l'autre dit. Dès lors que tu t'es formé à la PNL, d'abord, tu as une meilleure connaissance de « Ah oui, mais donc, moi, ma façon de voir le monde, c'est plutôt comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'utilise beaucoup ces mots. C'est pour ça que dans mon processus de communication, je vais donner beaucoup de détails, ou pas beaucoup. » Et tout ça, c'est des choses que tu vas apprendre et c'est des choses qui vont te permettre d'avoir une meilleure connaissance de ce que tu es. Alors, effectivement, tu vas me dire « Oui, mais en fait, j'ai un âge avancé, j'ai toujours parlé. Oui, je ne vais pas découvrir grand-chose. » Si, tu vas découvrir que dans la forme de ton langage, il y a un fond. Et que ce fond, c'est intrinsèquement toi, quoi. Ok. Et du coup, ça ouvre une porte hyper intéressante. C'est que dès lors que tu accueilles ça, en disant « Ok, je prends conscience de ça pour moi », du coup, moi, j'aime bien dire que tout ça, c'est des outils de développement de l'humilité. C'est accepter que du coup, l'autre, eh ben, il ne fasse pas comme toi. Et du coup, comme il ne fait pas comme toi, comment on fait pour se retrouver sur un truc qui nous va bien à l'un et à l'autre? Et après, du coup, on peut parler d'adaptabilité, de flexibilité relationnelle. En tout cas, dès lors que je me connais bien, ça me permet d'aller vers l'autre pour mieux le connaître et arriver à se rapprocher, quoi. Ça, c'est un gros sujet, d'accepter que l'autre ne fasse pas comme nous. C'est un gros sujet pour tellement de choses. Et je pense que il y a beaucoup de haine à cause du fait que des gens n'acceptent pas que, peu importe le domaine, que l'autre ne fasse pas comme nous. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est un vrai sujet. Carrément, carrément. Du coup, moi, j'ai commencé à coacher des gens, tu le sais. Je vais démarrer le processus de PNL parce que je veux des outils supplémentaires. J'ai l'impression qu'on a de plus en plus de coachs sur le marché. Il y a de plus en plus de gens qui veulent se faire coacher. C'est venu un peu des États-Unis peut-être, mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Il y a des coachs qui apportent des vraies valeurs, des vraies choses pertinentes. Toi, tu dirais que ça apporte quoi, un coaching, que ce soit en entreprise, en coach de vie, mais un coaching, tu dirais que ça apporte quoi? Et pourquoi ça peut faire la différence par rapport à quelqu'un qui veut se débrouiller tout seul? Alors, un coaching, ça apporte quoi? Je vais réutiliser une métaphore que j'utilise beaucoup quand j'en parle à mes clients et quand on me dit c'est quoi le coaching? Parce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est, pour le coup. Et moi, j'aime bien dire mon métier, c'est d'ouvrir des portes. Je vais le faire simple. Globalement, notre cerveau, confronté à une situation de la vie, quelle qu'elle soit, positive ou négative, va avoir une facilité à reproduire des schémas qu'on connaît déjà. Et donc, quand c'est positif, c'est cool parce que je suis confronté à une situation, je ne sais pas,
ma chérie me fait un cadeau, hop, j'ai un processus que j'ai installé, je la remercie, du coup, ça me donne envie de l'inviter au restaurant, enfin bref, et donc là, le processus, super, ne change rien, tout va bien. Et puis des fois, je vais déclencher un processus qui, lui, va être plutôt pénalisant. Je suis confronté à un collaborateur, à une collaboratrice, à un ami, qu'importe, qui me demande de lui filer un coup de main sur quelque chose, et moi, j'ai un processus qui me dit, mais en fait, moi, je me suis toujours démerdé tout seul, et j'ai eu besoin de personne, qu'est-ce que tu viens me demander de l'aide? T'as qu'à faire comme moi et te démerder tout seul. Ouais. Là, du coup, on peut dire que le processus, il n'est pas terrible, il va pas. Et donc, notre cerveau, par facilité, il a tendance à reproduire ce processus. Et pire, c'est que même si le résultat est pas très bien, notre cerveau, comme il est sécurisé par le fait de « je sais ce que je vais faire et je sais quelles vont être les conséquences, même si elles sont pas terribles », il a toujours tendance à reproduire ça. Ok. Et donc là, arrive le coach. Et moi, je dis, en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est d'aller regarder ensemble qu'on a d'autres possibilités, d'autres portes. Et d'aller regarder ce qui se passe derrière ces portes. Et quand on regarde ce qui se passe derrière ces portes, qu'est-ce qu'on fait? On peut tester, on peut expérimenter. Et à un moment, il y a un truc avec lequel on va se dire « Ok, là, je suis capable de dealer avec ce truc-là. C'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, mais ça me va. Je suis capable d'y aller. » Et hop, ça y est, le mouvement se met en route. Ok. Et donc, voilà, c'est ça qu'apporte le coach. C'est ça qu'apporte le thérapeute. On va creuser un peu, des fois, on va déconstruire des trucs, mais globalement, c'est ça qu'on apporte, quoi. Et qu'est-ce qui se passe quand les gens sont tout seuls? C'est que malheureusement, dans bon nombre de cas, malgré tous les efforts qu'on peut faire quand on est tout seul, notre cerveau, à chaque fois, il freine des cas de fer et il nous ramène toujours à ouvrir la même porte, quoi. Ah ouais. Et donc, on obtient toujours du même résultat. Comment on peut l'expliquer, ça? C'est une histoire avec le cerveau reptilien ou pas du tout? Comment Oui, alors bon, là pour le coup, effectivement, alors ça sort, c'est moins mon expertise, et puis on pourrait prendre très très longtemps, mais oui, face à une situation, on a ce qu'on appelle un putsch émotionnel, un hameçon, et ça c'est pour le coup notre reptilien qui nous donne deux options, pour faire simple, hein, c'est fuir, combattre ou se soumettre, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est notre reptilien, c'est l'instinct de survie, quoi. Heureusement, l'homme avec un grand H, l'être humain, est doté d'autre chose qui lui permet après d'avoir du raisonnement. Mais à cet endroit-là du raisonnement, en fait, notre cerveau, par facilité, il va reproduire un schéma alors même qu'il sait que le résultat obtenu n'est pas celui qu'il souhaiterait. Mais il y a quelque chose de très sécurisant derrière tout ça. C'est ce qu'on appelle la fameuse zone de confort. C'est ça. Et c'est ce qui est le point de démarrage quand on est confronté à la peur du changement. Quand tu questionnes quelqu'un qui a peur de faire quelque chose de différent, les réponses sont quasiment systématiques, c'est « oui, mais là, je ne sais pas ce que je vais obtenir ». Alors que tu dis « oui, mais là, vous obtenez quelque chose qui ne va pas ». « Oui, mais au moins, je sais ce que j'obtiens ». Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la sécurité derrière tout ça. Bon, je fais simple, hein, pour qu'on ne perde pas tout le monde, mais Non, mais c'est intéressant, c'est super intéressant. il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, quoi. Ok. Si tu pouvais donner, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les tips. Des tips pour quelqu'un qui a besoin ou envie de refaire connaissance avec soi-même ou de se connaître. Est-ce que tu as des tips assez simples que tout le monde peut appliquer à nous donner? Alors, des tips pour développer la connaissance de soi. Ouais. Est-ce qu'on est vraiment dans un processus plus long ou est-ce qu'au quotidien, je peux faire telle ou telle chose pour justement... Alors, c'est des tips, mais en même temps, tu vois, seul, c'est pas forcément toujours facile. Mais Ok. il y a des choses assez simples qu'on peut faire. Se mettre à la place de l'autre. Je suis dans une relation avec toi qui n'est pas satisfaisante pour moi. Je peux consciemment me dire, je vais me mettre dans les baskets de Chris. Et donc, du coup, comment Chris, dans cette situation, m'observe, me voit, qu'est-ce qu'il voit de moi? Et donc, du coup, par effet de position différentes, perceptuelles, c'est-à-dire je vais aller choper la perception de mon interlocuteur d'un endroit autre, et ça va me permettre d'aller comprendre des trucs sur moi. Cool. Tu vois, bon, tout seul, dès lors que si on n'a pas un minimum de technique, c'est pas super facile à mettre en place, mais on peut tenter ça. En tout cas, juste faire un pas de côté et de se dire, là, dans ce qui se passe, si je me regarde, qu'est-ce que je vois? Ok. Et là, très souvent, on a des trucs qu'on voit et qui sont pas très bons. On dit, ouais, là, j'ai pas été très cool quand même quand j'ai dit ça. Ok, mais du coup, pourquoi je l'ai dit? Qu'est-ce qui a motivé ce que je viens de dire? C'est qu'à ce moment-là, j'avais peur de... Oh, ok, du coup, ça y est, je commence à prendre conscience que voilà, j'ai peur de ça. Donc, dès lors que je suis confronté à ça, que cette peur se déclenche, ça m'amène à avoir des comportements qui sont pas terribles.
Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on peut faire. Cool, Voilà. c'est intéressant. J'ai envie justement de dévier vers un autre sujet qui, je le vois dans les commentaires de mes vidéos, qui touche beaucoup de personnes. C'est les relations, là spécifiquement amoureuses. Et je sais que ça touche beaucoup de gens parce que je le vois, des fois je vais poser des choses qui sont assez larges et dans les commentaires je vois que on parle d'amour. Justement, en quoi... Moi, je suis pas love coach pour le coup. Alors, on n'est pas en love coach, mais juste, bien sûr, mais en quoi la connaissance de soi, tu penses que ça peut avoir un impact sur une relation amoureuse? Est-ce que déjà ça peut avoir un impact? Je pense que oui, mais est-ce que ça peut l'avoir et en quoi ça peut avoir un impact sur une relation amoureuse? Là, je peux te partager un exemple très, très personnel et on va sortir de l'outil PNL. Je vais en aborder un autre qui fait partie de ma caisse à outils à moi, qui s'appelle le ProcessCom Model, qui est plutôt issu de l'analyse transactionnelle, qui a été transformé par son créateur qui s'appelle Dalby Keller et qui parle de 6 types de personnalités. Et là, typiquement, quand on a travaillé avec cet outil, on a une compréhension plus fine, là encore une fois, de nos processus. Et moi, typiquement, je suis quelqu'un que ce modèle qualifie de base persévérante. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans rentrer dans le détail, j'ai plutôt tendance à avoir un niveau de confiance en moi élevé, avec une opinion sur beaucoup de choses, avec quelque chose qui a trait aux valeurs. Les valeurs, pour moi, ont quelque chose d'important. Le respect, voilà, ça, c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup. À quoi ça me sert de le savoir, ça? Bon, j'ai eu aussi plusieurs vies personnelles et quand j'ai rencontré Anne-Line, avec qui je partage ma vie là depuis maintenant 7 ans, l'un des premiers trucs que j'ai pu lui dire, c'est voilà, j'ai une caractéristique, moi, c'est que dès lors qu'il s'agit d'exprimer mon opinion, dès lors qu'on va venir toucher à des choses qui sont pour moi de l'ordre du respect, de l'honnêteté, de la sincérité, de la franchise, si j'ai pas la place à exprimer tout ça, c'est un truc qui va vraiment me mettre en difficulté. Et la difficulté pour moi à cet endroit-là, c'est que je pourrais devenir agressif verbalement, c'est-à-dire en voulant absolument chercher à te convaincre que ma façon de penser, c'est la bonne. C'est ce qu'on appelle prêcher. Ouais. Et donc, du coup, avoir cette connaissance de moi à cet endroit-là, c'est me permettre de lui donner des clés, qui est de dire, quand on sera dans cette situation-là, si tu y penses à ce moment-là, offre-moi ça. Et ça va nous permettre de rebondir et d'aller plus loin. Génial. Et de la même façon chez elle, puisque je lui ai proposé il y a quelques années de faire ce qu'on appelle cet inventaire de personnalité. Ouais. J'ai aussi des clés qui me permettent, quand mon cerveau est suffisamment lucide, de pouvoir là aussi aller la nourrir à l'endroit où elle a besoin pour faciliter, quoi. D'accord. Voilà en quoi ça peut nous aider, la connaissance de soi dans les relations amoureuses, amicales. Ok. Voilà. Cool. Tu as des super exemples, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien dire à mes clients entreprises, tu vois, on parle souvent alors on sort un peu du spectre développement perso, mais enfin, quoique, non, on n'en sort pas d'ailleurs. J'aime bien dire aux cadres dirigeants, aux chefs d'entreprise, vous avez peut-être eu une éducation, surtout pour les gens de ma génération, vous avez peut-être eu une éducation où on vous disait que quand on était patron, manager, etc., il ne fallait pas parler de soi, tu vois, comme un espèce de truc, moi je suis le chef, j'ai les galons, donc je dois être toujours propre, droit dans mes baskets. Alors, et je dis aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qu'on appelle de l'intelligence managériale, de l'intelligence relationnelle. Ouais. Donc c'est OK d'aller dire à ses collaborateurs, à ses collaboratrices, voilà, je vais vous donner des clés de comment je fonctionne, moi. Alors c'est sûr que si j'y vais avec à l'esprit que si je donne ces clés, les gens vont s'en servir pour me manipuler, évidemment que ça ne va pas matcher. Bien Mais sûr. si j'y vais avec une intention qui est de dire, je vais vous offrir ces clés parce que ça va vous permettre de favoriser la relation qu'on va avoir ensemble. Du coup, il y a des trucs qui commencent à se transformer aussi, quoi. Voilà. Ok. Je pense qu'on a des mines d'or d'informations dans ce que tu nous donnes. J'aime beaucoup. Alors moi, je vais revenir un petit peu sur la PNL, parce que c'est encore une fois comme ça qu'on s'est rencontrés à la base. J'étais attiré par la PNL parce que j'ai vu différentes choses de coachs connus. On a le fameux Tony Robbins, mais c'est de la PNL, comme on dit à l'américaine. Il y a des personnes connues en France également. Et je pense que j'avais pas trop compris ce que c'était. Et j'ai un peu plus creusé avant l'été, juste avant qu'on se rencontre. Et finalement, c'est un outil qui m'a paru obligatoire par rapport à ce que je voyais, ce que je voulais transmettre. Comme je le disais aujourd'hui, moi, j'essaie d'éveiller les gens sur différentes choses de la vie. J'essaie de leur montrer que qu'on soit dans une vie très simple ou dans une vie très compliquée ou très peu importe, on a toujours moyen de trouver du bonheur, de trouver du sens dans sa vie. Et je suis assez persuadé que ces outils que je vais voir avec la PNL, ça va me permettre justement de proposer beaucoup plus de choses, autant dans mon contenu sur les réseaux
que dans les accompagnements coaching ou formation que je prépare. Et pourquoi AGF Parce que déjà, vous m'avez contacté d'abord, donc forcément, c'était un premier point de contact. J'ai fait des recherches sur vous et j'ai eu un entretien d'abord avec le fondateur de GF. On a eu un super échange de je crois, 1 heure et demie au téléphone, où c'était un super échange intéressant. Et puis ensuite, on s'est rencontrés, nous. Et c'est vrai que j'ai accroché déjà avec l'humain quand on s'est rencontrés, même Michel, je trouvais que notre échange était très sympa. Et quand je t'entends parler, par exemple, aujourd'hui, dans l'échange qu'on a, j'entends la pertinence de tes propos et je me dis qu'il y a tellement de choses que je vais pouvoir apprendre et que je vais pouvoir ensuite transférer, que voilà, c'était devenu une évidence de faire de la PNL et de la faire AGF à Montpellier. Merci déjà pour ce partage. Avec plaisir. Et je confirme que je mets un billet sur le fait que tu vas te régaler et que au fil des sessions, tu vas avoir la banane et que tu vas avoir des clés. Ouais. J'en suis sûr. Par rapport à ce que tu as vu de ce que je fais, de mes contenus, qu'est-ce que tu penses que la PNL va m'apporter par rapport aux personnes que je vais éventuellement suivre derrière ? Qu'est-ce que... Tu vois, tout à l'heure, on en parlait et tu disais que parfois tu pouvais semer des graines. Alors, j'aurais pu entendre qu'il pouvait y avoir parfois un petit peu de conseils. Ça, typiquement, la PNL, elle va déjà t'amener de la posture. Ouais. Tu vois, une posture, alors, qu'on appelle plus basse quand on est en posture de coach, d'accompagnant, mais en même temps une posture de j'ai pas d'intention pour toi. Moi, je vais travailler avec toi, avec ce que tu m'amènes, et c'est toi qui vas décider le chemin. Ok. Et par contre, effectivement, parce que comme je vais acquérir de l'outil, de la technique, sur ce chemin, je vais activer moi un certain nombre de trucs pour te faciliter les chemins. Tu vois, la PNL, elle va t'amener ça. Et puis évidemment, elle va t'amener un panel de clés de lecture, de grilles, Enfin, là, oui, tu vas avoir une caisse à outils qui va commencer à être sérieuse, quoi. D'accord. En disant ça, tu vois, je m'entends, je me dis ce qui pourrait sous-entendre que jusqu'à présent, ta caisse à outils, elle n'est pas sérieuse. C'était pas mon propos. En tout cas, tu vas la consolider. Mais alors, tu sais que ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. C'est que je suis présent sur les réseaux en tant que KISS depuis 4 ans, environ, un petit peu moins de 4 ans. Et j'ai vraiment décidé de professionnaliser tout ça depuis un peu moins de 2 ans, 1 an et demi, je dirais. J'ai commencé à faire des conférences et je vois l'impact des sujets que j'aborde, des interventions que je donne. C'est chouette, mais quelque part, j'ai quand même le petit syndrome de l'imposteur. Et c'est une des raisons qui, je pense, m'oriente vers cette formation PNL, parce que aujourd'hui, je donne de l'expérience de vie où je suis passé par différents stades. J'ai encadré des gens également et tout. Mais je pense que j'ai ces outils par des lectures ou des choses que j'ai vues. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être pour combler un syndrome de l'imposteur, même si je sais pertinemment que ça va me donner des super outils. Mais j'ai aussi cette chose derrière où je me dis, si les gens veulent me donner de l'argent pour que je les accompagne sur telle chose, je veux que derrière, je leur file des vraies choses. Tu vois, j'ai ça dans ma tête quelque part. Et ce serait quoi des fausses choses ? Des fausses choses, je sais pas, c'est peut-être justement d'y aller sans avoir ce genre d'outils au préalable, parce que j'ai pas d'études en psychologie. Je me base sur mon expérience personnelle. Alors certes, j'ai lu pas mal de livres, mais j'ai pas un vrai background comme toi tu pourrais avoir avec les formations que tu as pu suivre derrière et tout. Donc c'est ce manque de choses-là que j'évoque. Tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à la thématique qui nous a réunis aujourd'hui. C'est que quand tu me dis ça, tu ne fais que me parler de toi. Et donc du coup, aujourd'hui, la connaissance que tu as de toi te fait dire que à l'endroit de la légitimité, des fois, ça peut venir un peu titiller. Parce que ta représentation à toi fait qu'on est légitime que dès lors qu'on est équipé, outillé, etc. Tu vois, on est en plein cœur de la connaissance de soi. Et du coup, c'est intéressant parce que tu te dis, et alors moi, je ne suis pas là pour juger de bien ou pas bien, puisque c'est ton chemin. Tu te dis, mon chemin à moi passe par le fait d'upgrader ma compétence, quoi. Donc, je vais choisir de faire une formation. Là, tu as choisi la PNL, c'est super. Et voilà, mais en même temps, merci. C'est en même temps le cheminement de ce que j'ai fait, parce que finalement, le dev perso, je l'ai commencé à m'y intéresser vraiment. Alors, on en fait tous plus loin. J'ai commencé à m'y intéresser il y a 6, 7, 8 ans, je ne sais plus exactement, par d'abord des vidéos YouTube où je m'étais même posé la question de faire une chaîne YouTube en dev perso, où j'ai fait machine arrière pour syndrome de l'imposteur, manque de temps, et il y a déjà tellement de monde, qu'est-ce que je vais apporter ? C'était clairement ça. Et en fait, ça m'est revenu un petit peu dans la gueule sans que je le veuille, parce que
Je le dis souvent, quand j'ai créé Keys, c'était un nouveau show de musique pour venir en complément de mon show Percuman actuel, que quand tu mets Keys à l'envers, ça fait zik. Et que quand j'ai créé ça, c'était vraiment pour faire mon nouveau show de musique, mais qu'un jour j'ai posé une voix de motivation et ça a explosé et tout est parti de là. Après, il a fallu que je me cherche, que j'aligne, que je cherche des choses. Mais ce chemin de là à où j'en suis aujourd'hui m'a donné envie, même sans reparler de ce syndrome de l'imposteur, m'a donné envie d'apprendre plus pour aussi donner plus. Donc il y a aussi ça que, voilà, c'est pas juste j'ai pas de légitimité. Il y a un petit côté où oui, peut-être, mais il y a aussi le côté de j'ai envie de comprendre, d'apprendre pour derrière envoyer plus. Parce que ça c'est un chose, c'est super intéressant. Je me suis rendu compte de ça, c'est que depuis que je suis plutôt jeune, j'ai envie de transmettre. Et des fois, ça a été perçu en ouais, mais tu sais tout, surtout, tu vois. Alors que je pense pas que ce soit ça. De mon point de vue, hein, peut-être que je me trompe et que si je vais voir une thérapie et on me dire non, tu veux que tu sais tout, voilà. Mon point de vue, c'est plus j'adore apprendre plein de choses et j'adore derrière expliquer les choses que j'ai apprises. Voilà, je suis dans cet esprit-là, tu vois. Mais tu vois, là aussi, je ne fais qu'utiliser la matière que tu m'offres et merci pour Avec cela. plaisir. En PNL, pendant ton parcours, tu vas parler des valeurs. Et là, tu viens de nous exprimer des choses qui intrinsèquement sont portées par des valeurs racines. Alors, on ne va pas faire une séance de coaching ensemble, c'est pas l'objet, mais du coup, tu vois, tout ça, tu vas aussi l'apprendre. Donc demain, dans tes accompagnements, ça va te permettre aussi d'aller entendre les choses que je suis en train d'entendre dans la bouche de tes clients. Et du coup, d'en faire quelque chose, en tout cas de leur proposer d'en faire quelque chose. Voilà. Et là, on est sur le terrain de la connaissance de soi, parce que ce qui vient de sortir de ta bouche, toi, tu le dis avec tes mots, mais est-ce que tu l'as à un niveau de conscience qui fait qu'intrinsèquement, tu vas l'intégrer, le nourrir et du coup le transformer? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, le parcours que tu vas démarrer risque de t'y aider. C'est un des modules qui se croit mal, Ouais. valeurs et croyances. Ouais. Ok. Ouais. Cool, ça va être chouette. Alors on les appelle stagiaires, j'aime pas trop ce terme-là, moi, mais nos participants, nos clients, ceux qui nous font le plaisir de se former chez nous, ils disent souvent que le module des croyances et des valeurs vient bousculer un peu. Bref, tu nous diras. Mais je vais certainement faire des petites stories un peu cachées pendant le cours aussi pour balancer ça sur mes réseaux, tu sais. Donc, je sais que tu avais pris un peu des notes. Est-ce que tu as des choses que tu veux spécifiquement aborder dont on n'a peut-être pas parlé ou, Écoute, discrètement, je regardais un peu ce que j'avais noté, mais fais-le pas discrètement. Mais non, ça va. On a vu tout ce qu'on voulait voir. Je m'étais noté là un endroit, empathie versus sympathie. Pourquoi j'avais noté ça? Ah oui, parce que dans ta préparation, parce que je dois quand même vous dire qu'il a travaillé, il avait préparé et tout, il m'a envoyé J'ai oui, même les plastifié nos fiches petites plastifiées. notes. J'ai hésité, elles sont cartonnées. Et quand je l'ai faites, j'ai dit ouais, je veux des fiches. C'est mon premier podcast réel. Je veux des belles fiches plastifiées. Tu garderas les tiennes, ça fait un petit souvenir. C'est collector. Oh, j'ai oublié de mettre mon kiss dessus. C'est collector. Je l'ai marqué là, mais j'aurais dû mettre mon logo et peut-être le logo de Jay. Mais j'avancerai. Donc, comme tu avais bien travaillé, tu as très bien travaillé, il y avait dans la partie 3, tu avais mis connaissance de soi et relations, et à un endroit, tu avais noté développer l'empathie envers moi-même et envers les autres. Ouais. Et là, je m'étais mis un petit truc, parce que ça, c'est une thématique souvent. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'empathie, de bienveillance, enfin, de tous ces trucs-là. Mhm. Et très souvent, je me rends compte, moi, que les gens qui viennent me parler de ça, ils se trompent. Alors que je pourrais te le poser sous forme de question. Tiens, pour toi, quelle est la différence entre l'empathie et la sympathie? Alors moi, je dirais que l'empathie, c'est avoir peut-être ressentir les émotions de l'autre, les comprendre. Pas que ça devienne tes émotions, mais voilà, comprendre les émotions de l'autre. Et la sympathie, en tout cas pour moi, ce serait plus d'être un peu amical, venir dire bah oui, je comprends, d'être un petit peu là présent, mais sans forcément avoir l'empathie derrière. Je me trompe? Un peu? Pour partie. Ok, dis-moi Mais tout. c'est vachement intéressant, tu vois, ça vaudrait le coup que ceux qui nous écoutent aillent voir les définitions d'empathie et de sympathie. Carrément. Et ça, c'est quelque chose, parfois, dont on fait l'amalgame quand on est en Je vais faire mon accompagnement. youtubeur ou mon instagrammeur ou peu importe où vous nous regardez. Si vous pouvez nous mettre, avant qu'ils répondent, et ne trichez pas, genre vous mettez pause sur la vidéo, en commentaire, pour vous, qu'est-ce que c'est l'empathie, qu'est-ce que c'est la sympathie? Qu'on ait un petit peu une différence. Mais vraiment, tu mets pause et tu écris, vraiment. Alors, il y a une différence importante. Ok. L'empathie, c'est une compétence qu'on va qualifier émotionnelle. C'est effectivement notre capacité à aller percevoir chez l'autre ce que sont ses ressentis, son état d'être, et du coup de le comprendre.
Donc, dans la relation, ça nous amène à avoir quelque chose de l'ordre de la bienveillance. Mais, à l'endroit de l'empathie, ce qui se passe chez toi ne m'impacte pas émotionnellement. Ok. Comprendre. Du coup, je vais pouvoir t'accompagner à cet endroit-là pour que toi, tu puisses vivre le truc. Peut-être t'aider à le vivre plus facilement. Mais moi, à aucun moment, ça vient me chercher. Ça, c'est de l'empathie. Et dès lors qu'on est dans la sympathie, c'est qu'il y a quelque chose qui se transforme et qui fait que je vais vivre la même chose que toi. Et donc, du coup, je vais partager ta tristesse. Si tu pleures, je vais pleurer avec toi. Mais Si genre, tu es joyeux, je vais être joyeux avec toi. mais Et on donc, va le c'est faire pour ça que sincèrement, souvent- ça va Ah être oui, vraiment... oui, ok. oui. C'est ce qui fait que quand on dit aux gens, c'est quoi pour toi la sympathie, c'est être sympa avec... si tu es triste, je vais être avec toi, je vais être triste avec toi. Oui, du coup, il y a un phénomène. Alors ça, c'est très intéressant quand on est coach, thérapeute, d'être vigilant à ça. C'est que mon job, c'est de faire preuve d'empathie. Bien sûr. Tu as une grosse difficulté, tu vis quelque chose de pas chouette, qui t'emmerde, qui vient... Je vais le mettre comme étant une obligation. Je dois comprendre ce qui se passe pour toi. Je peux t'accompagner là-dedans. Mais à aucun moment, je suis impacté avec ça. Parce que d'abord, ça m'amènerait à perdre la lucidité qui est nécessaire dans mon accompagnement avec toi, quoi. Et puis parce que ça ne m'appartient pas. C'est à toi. Mais des fois, ça doit être compliqué quand même de s'extraire de... Parce que des fois, quand on fait preuve d'empathie avec l'autre, dans l'accompagnement, l'autre nous amène des trucs qui viennent juste faire écho c'est ça, à des expériences qui sont les nôtres. bien sûr. Et donc là, du coup, on n'a qu'une envie, c'est de vivre avec l'autre. Ouais. Et donc là, on est dans quelque chose qui s'appelle de la sympathie. Je vous invite à aller regarder les définitions, parce que certains vont se dire « Non, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? C'est pas tout à fait vrai. » Allez vérifier les définitions d'empathie et de sympathie, vous allez voir que Top. ce que je vous dis, c'est ça. Bon, moi, je te crois pas vrai. Génial. Voilà. C'était un des petits points que j'avais notés. Bon, Ok. je viens juste de me faire plaisir. Hein. J'ai fait mon sachant, là, mais voilà. On est là pour ça. Top. On arrive un petit peu sur la conclusion de tout ça. Ouais. Je m'étais noté, puisque je regarde mes petites notes, de faire un petit peu un résumé des points clés par rapport justement à la connaissance de soi. Si tu devais me résumer ça, soit en points, soit en une phrase, quelque chose d'assez court, qu'est-ce que tu dirais ? Voilà. Là, j'avoue que je l'avais vu ça, mais je ne m'étais pas préparé. Alors ça, c'est le mieux. Quand tu n'es pas préparé, c'est carrément le mieux. Une phrase courte ou quelques mots. Ou des points clés, comme tu le sens, comme tu le... Travailler la connaissance de soi, c'est s'autoriser à s'accepter, s'accueillir, tel que nous sommes. Du coup, c'est accepter l'autre, ça a toujours un effet miroir, c'est aussi accepter l'autre dans sa singularité, dans sa différence. Et du coup, travailler la connaissance de soi, c'est développer une forme de sérénité, de tranquillité, j'ai envie de dire presque de mieux être avec soi, quoi. Ok. Voilà. Ça me va. J'en ferai un short. Ouais. C'est parfait. Donc, je rappelle qu'on peut suivre EGF, on va taguer, de toute façon, les comptes, tous les comptes, on va les taguer sur les vidéos. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de ressources, que ce soit chez EGF ou en extérieur, des choses qui nous permettraient d'approfondir un petit peu ce dont on a parlé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que tu mettes que ce soit des livres, des formations chez EGF? Est-ce que vous avez des choses en ligne, je crois? Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Oui, ok. Alors, il y a plein de choses. Alors oui, déjà, vous pouvez venir vous balader. On a aussi des réseaux sociaux, on a une chaîne YouTube, on publie des choses. On a des vidéos gratuites sur notre site internet. Cool. Qu'on peut juste télécharger en s'inscrivant, tout simplement. Ok. À la fois sur l'hypnose et à la fois sur la PNL. C'est génial. C'est les deux endroits. Après, allez regarder notre catalogue. Nous, c'est nos deux locomotives, j'allais dire l'hypnose et la PNL, mais on a aussi d'autres choses. On propose de la psychopathologie, on propose de la systémique, on propose de l'EFT, on propose Processcom, là, depuis quelques temps, c'est moi qui m'y colle, l'outil dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, vous pouvez retrouver sur notre site. Et puis après, il y a plein de bouquins. Alors, pour ce qui est de la PNL, moi, ça fait partie des livres qui m'ont permis aussi d'approfondir, mais il y a un classique qui s'appelle « Un cerveau pour changer » qui a été créé par Richard Bandler, qui est un des deux fondateurs de la PNL, par exemple. Ok. C'est un petit poche qui est une belle vulgarisation de la PNL, donc c'est accessible à tous.
Vous pourriez lire Derrière la magie, qui est un autre bouquin aussi de vulgarisation de la PNL qui a été écrit, J'écrirai tout en commentaire, de toute façon, Ouais. en description. qui a été écrit par Josiane de Saint-Paul et Alain Quérol. Après, il existe plein de bouquins sur l'hypnose où on parle des métaphores. Et puis après, moi j'ai des bouquins qui m'ont impacté pour des gens très connus. Laurent Gounel est un PNListe. C'est quelqu'un qui met de la PNL dans tous ses romans. Donc, en fait, on lit des romans, on lit des histoires, et en fait, il nous diffuse des messages subliminaux de PNListes. Michel Rollion, le fondateur de GF, a écrit un bouquin Ok. il y a quelque temps. Et alors, en vous le disant, il va m'en vouloir à mort, mais je ne me rappelle plus de son livre. Pourtant, je l'ai lu et je l'ai adoré. Mais On le vous marquera, tapez c'est pas bouquin grave. Michel Rollion, vous allez trouver. Voilà, moi, un des livres qui a vraiment fait que j'ai basculé pour devenir ce que je suis aujourd'hui, c'est Les 4 accords Toltec. Ouais. Alors, c'est un bouquin qui est très connu aujourd'hui, mais peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ne le connaissent pas. Et puis après, il a aussi fait le 5e accord Toltec, que j'ai apprécié aussi, mais moi, vraiment, les 4 accords Toltec, c'est un truc, je l'ai pris en pleine face en me disant, bon voilà, puis après, à chacun de trouver son chemin et sa littérature, quoi. Exactement. Et puis après, il existe plein de trucs en ligne. Il y a effectivement tout ce que fait notre ami Keys, là, qui amène plein de choses. Et puis il y a plein d'experts en tout Bien sûr. qui sont aussi très enrichissants sur... Je mettrai les liens aussi vers les vidéos gratuites que tu as sur ton site, parce que ça, c'est super intéressant. Et je pense que ça peut aider, Merci. Ouais. ça peut aider pas mal de monde. Bien sûr. Top. Un petit mot de la fin. Bah écoute, top, super expérience. Je me suis régalé, c'était cool. C'était une première pour moi aussi. Ouais, cool. Merci pour l'invitation. Et puis je suis content, et ça je le savais pas. Je le savais pas. Je sais pas si tu sais, mais quand tu vas démarrer ta formation de PNL en octobre, Ouais. au J3, donc tu vas faire 5 jours, hein, les 5 premiers jours, au J3, bah, alors j'allais dire tu auras le plaisir, j'en sais rien en tout cas, mais ce sera moi qui œuvrerai, c'est moi qui cool. m'occuperai du J3 Ok. du PNL1. Ok. Donc Top. tu me verras dans ma casquette de formateur. Top. Génial. Voilà. Ça fait plaisir. Eh bien, écoute, moi, c'était une super expérience aussi. Moi aussi, c'était une première. C'est quelque chose que je vais renouveler avec d'autres personnes, et je pense aussi avec toi, parce qu'il y a probablement d'autres sujets qu'on pourra aborder à creuser. Et ouais, c'était un chouette moment. Je me suis régalé, donc merci beaucoup à toi. Merci à toi. Top. À bientôt. Ciao. Ciao.